Le journal de la Pléiade, saison 1. Reportage, portrait, Reportage, voyage, Portrait. le journal de la Pléiade, saison 1. Bonjour, je suis Suzanne. Je suis Hazel. Bonjour, je suis Gérard. Bonjour, je suis Karine. Je suis Amel. Et la Pléiade, c'est quoi pour toi? Ici à la Pléiade, pour moi, c'est pas l'ami. Pour moi, c'est une famille que j'ai. C'est une grande famille que j'ai, que je vais pas tourner le dos facilement. Comme je disais à Madame Sandrine, que vous n'allez pas vous débarrasser de moi. Je tournerai pas le dos aux gens qui m'ont tendu les mains, quoi. C'est important pour moi d'être dans la Pléiade car ils m'ont fourni un abri quand je n'avais aucun endroit où vivre. La Pléiade m'a aidé à me sentir à l'aise, à ne pas trop penser grâce à différentes activités comme l'art-thérapie. Ils m'ont aidé pour mes médicaments, ils ont parlé de moi à des écoles pour que je puisse travailler mon français. Ils m'ont donné de la nourriture quand je ne pouvais pas travailler, une carte de train pour que je puisse voyager et trouver du travail. Ils m'ont aidé dans plein de manières différentes et pour ça je les remercie sincèrement car sans la Pléiade je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Je vous en suis vraiment reconnaissante, merci beaucoup. Merci. La Pléiade, ça représente presque ma vie. Depuis que je suis ici, ils m'ont donné un logement, je suis là. Et je fais tout, je prépare qu'est-ce que je veux, je dors, je regarde la télé. Avec mes démarches de mes papiers aussi, la Pléiade qui me fait ça. Si je allais à l'hôpital, c'est grâce à les gens d'ici, les femmes qui sont ici, la Pléiade. Tous les gens qui sont ici, ils ont travaillé beaucoup pour moi. La Pléiade, c'est quoi pour toi? Moi, je considère la Pléiade comme une famille. Maintenant, j'y ai passé en fait 8-9 mois dans une structure donc gérée par la Pléiade. 9 mois, en fait, pour moi, quelque part, ça symbolise aussi une sorte de renaissance, un temps de grossesse. Et c'est vrai que à la Pléiade, j'y suis venu pour rechercher quelque chose de bien précis. Me reconstruire personnellement. Et ça a été très très difficile par moments durant les 9 mois, mais j'ai atteint mon objectif. Je suis venu réapprendre à vivre au quotidien, à profiter et à savourer l'instant présent. L'équipe éducative aujourd'hui, moi je la considère comme une famille où j'ai partagé énormément de choses, d'émotions, de rires, de beaucoup de choses, de choses très 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 intimes. Ça fait partie maintenant de ma vie et ces personnes-là sont très importantes, m'ont beaucoup apporté et j'espère que je leur ai apporté autant qu'elles m'ont apporté. Même si ça reste qu'un boulot pour eux. Et la Pléiade, c'est quoi pour toi? Alors la Pléiade, ça a été pour moi une structure où j'ai pu me ressourcer psychologiquement, médicalement. J'avais des gros soucis de santé car j'étais hébergé pendant 2 ans aux appartements. Et aussi aux hébergés, où j'ai appris beaucoup de leur parcours. Je me suis rendu compte qu'il y avait une grande misère en France. J'ai vu beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, et ça m'a fait très 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 mal. Heureusement qu'il y a des associations comme les Pléiades qui puissent les accueillir. Il y a beaucoup d'étrangers, des Africains et tout ça. Et heureusement il y a ces structures-là qui sont là pour les recevoir. Et un grand merci à ces gens-là. Je ne savais pas qu'il y avait cette misère-là. Je travaillais dans une structure hospitalière. Mais je ne me rendais pas compte qu'il y avait une misère autant. Une grande misère sociale. Et ça m'a fait beaucoup changer de mes idées. J'étais un petit peu raciste au début, parce que je ne connaissais pas les gens. Et ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai beaucoup changé. Pourtant, je vivais dans une cité et j'étais enfermé dans ma bulle. Je ne voyais pas ce qui se passait à côté. Je vivais pour moi, mais je ne vivais pas pour les autres, je ne regardais pas les autres. Et depuis que je suis ici, j'ai appris à vivre avec les autres. Et ça, pour moi, c'est un grand honneur. Et la Pléiade, c'est quoi pour toi? La Pléiade, c'est ma petite famille. Là, la Pléiade, je trouve maman, je trouve ma sœur, je trouve mon frère, je trouve tout. Comme petite famille, je suis là avec la Pléiade 4 ans. Et là, je sens avec la Pléiade, je suis femme. Avant, je perdu Amel et moi, je trouve Amel à cause de psychologues, psychiatres, tout, les fermières, tout. Et ma fille aussi, maintenant, elle a grandi bien.
Elle a toujours bien dans l'appartement parce qu'avant, nous sommes dans la rue. Avant, je sommes avec des amis comme l'esclave. Mais maintenant, je suis dans la maison, dans l'appartement. La pédiatre, elle me dit beaucoup, elle me donne des conseils. Avant, moi, je ne suis pas comme ça. Et maintenant, avec la pédiatre, je n'ai pas peur. Avant, moi, j'ai peur dans la rue, j'ai peur dans le tram, j'ai peur de tout. Mais maintenant, je suis capable de parler, je suis capable de faire des choses, je suis capable de faire tout. J'ai perdu Amel des années. J'ai perdu une femme des années. J'ai perdu. Maintenant, je vis comme un enfant. Maintenant, je grandis. Moi, je sens maintenant, c'est pas à l'âge de 37, c'est à l'âge 8 ans que j'ai perdu Amel. Maintenant, je grandis, j'ai tout maintenant. J'ai capable de parler, j'ai capable de faire tout. Et la Pléiade, c'est quoi pour toi? À vrai dire, la Pléiade pour moi, c'est ma maison, c'est ma famille. Parce que quand je me souviens de tout ce que j'ai traversé, quand je me souviens de mon passé, je me souviens de tout. Jusqu'à aujourd'hui, je ne peux que dire merci à la Pléiade parce que moi qui étais autrefois dans les rues, moi qui dormais autrefois dans les trous du métro, aujourd'hui, grâce à la Pléiade, j'ai un toit. J'ai un grand appartement. Grâce à la Pléiade, aujourd'hui, j'ai de quoi manger. Grâce à la Pléiade, aujourd'hui, je me sens super bien. Vraiment, la Pléiade, c'est vraiment ma famille, quoi. Le journal de la Pléiade, saison 1. Bonjour, je suis Suzanne. Rencontre. Moi, Guinée-Bissau, quand j'étais là, je suis avec mon mari. On était ensemble pendant 28 ans. Après, il est décédé. Quand il est décédé en 2004, j'ai fait 2 ans. Après, j'ai tombé malade. Après, je restais là-bas. Je ne sais pas comment je vais faire. Jusqu'à le jour que ma petite sœur m'a appelé. Elle m'a dit qu'il faut que je fais demande de venir ici, faire le traitement. Bon, j'arrivais ici, il m'a amené à l'hôpital, je fais le traitement. J'ai fait 2 ans, avec 2 ans et 7 mois. Tu vois? Et après, un jour, le 17 janvier 2017, qui m'a mis dehors, il m'a dit que je ne peux pas rester avec lui parce que je suis malade, je peux contaminer ses enfants. Il a parlé beaucoup de choses. Mais je n'ai pas répondu parce que je sais que mon maladie que j'ai, ça ne peut pas contaminer personne. Tu vois? Un jour aussi, il m'a dit non, il faut sortir. Il a commencé à parler. Après, un jour, elle m'a mis dehors. Le dimanche, j'ai marqué ça dans ma tête. Elle m'a mis dehors vers 11h, presque minuit. Il a pris mes affaires, il a jeté dehors. Moi, j'ai pris, j'ai sorti aussi sur la rue. Et après, j'ai demandé à quelqu'un un jour, deuxième jour, j'ai demandé à une fille qui m'a vu assis à côté comme ça. J'ai demandé, je suis dehors depuis hier, je ne sais pas comment je vais faire. Elle m'a dit non, il faut appeler le numéro 115. Elle m'a dit, il y a un numéro ici en France, si tu n'as pas de place, tu appelles, jusqu'à un jour, on va te donner une place que tu dors, c'est ça. Moi, j'ai commencé à appeler, c'est ça. J'ai commencé à appeler, on me donne place un jour, 2 jours, il n'y a pas comme il y a beaucoup de personnes ici. Et je reste sur la rue. Quand il n'y a pas de place, je reste aussi à l'hôpital. Je suis à Samor-Créteil, à côté de Samor-Créteil, à Paris là. Je reste là-bas, à hôpital intercommunal. Ce matin, je me rêve, je vais à l'association qui est là, Jolie. L'association s'appelle Jolie. C'est là-bas que je reste pendant la journée. Après, j'ai commencé à appeler. Jusqu'à un jour, j'ai appelé ma assistante sociale, m'a dit qu'il faut que je vienne ici. Ça, c'est très dur. Dans ma vie, depuis que je n'ai jusqu'à maintenant, je n'ai jamais passé comme j'ai passé ici en France en 2017, ici en France.
Tu vois, parce qu'une femme pour dormir dehors, c'est pas facile. Comme moi aussi, je suis malade, après j'ai vieux un peu, je suis vieux, tu vois. Ça me fait pitié. Quand je suis dehors comme ça me fait pitié. Oui, c'est ça, tous les jours c'est comme ça. Depuis que je sorti chez ma soeur, c'est comme ça. J'ai fait presque 1 an dehors et 5 mois. 6e mois, ma assistante sociale m'a appelé. Elle m'a dit maintenant j'ai trouvé une place pour toi à Orléans. Moi, je ne voulais pas venir ici parce que je lui dis comment je veux partir à Orléans là-bas et je ne connais personne. Je connais personne là-bas. Comme ici, je connais mes amis que je suis ensemble depuis que je suis dehors. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dehors ici. Comme moi aussi, on promène, on cherche le travail aussi. Tu vois, j'ai dit, je ne veux pas aller. Ma assistante sociale m'a dit, s'il te plaît, il faut partir parce que toi, comment tu vas rester dehors? C'est pas bon pour une femme qui reste dehors comme ça, comme toi, dormir dehors. C'est pas bon, il faut partir. C'est pour ça que j'ai venu ici. Moi, j'ai pleuré. J'ai dit, j'ai trouvé la place, il faut que je parte à Orléans. Maintenant, je crois que c'est mieux parce que j'ai trouvé la place pour dormir. Je suis tranquille. Et je lave mes habits. Tu vois. Maintenant, qu'est-ce que ça me manque aussi? Parce que je devais trouver un petit boulot pour travailler. Oui, parce que si tu ne travailles pas, ça c'est pas bon. Oui, parce que je peux faire ménage, je peux faire parce que maintenant j'ai bien, parce que je dors, je mange, je fais qu'est-ce que je veux dans ma chambre, tu vois. Mais ça manque, il faut que je sorte, que je fais un peu de travail. Ça m'aide aussi dans ma vie. Parce que quand tu restes seulement dans une place, c'est pas bon. C'est pas bon pour moi. Moi, je dis c'est pas bon pour moi. Parce que quand je reste comme ça va pas. C'est mon nouveau pays ici, la France. Parce que les Français, ils sont gentils. Même si on était malade là-bas, on est venu ici, on sera bien, ils nous traitent bien. Et tu vois, c'est pour ça que je voulais rester ici. C'est un grand merci que je veux dire parce que comme ma soeur, ma mère dort, je peux dire les Français parce que je suis en France, c'est lui qu'ils m'ont pris, ils m'ont mis dedans et maintenant je prépare de manger, je fais tout. Oui, je remarque la France. C'est pour ça que je ne pense pas pour aller retourner en Guinée pour rester là. Non, je ne pense pas ça, je pense pas. Je ne sais pas, mais je ne pense pas ça. Je pense pour aller regarder mes enfants, comme ils sont là-bas. Après, je vais retourner ici pour travailler un peu. Je peux remercier aussi à France qu'ils ont bien fait pour moi. Tu vois, c'est pour ça que je dis merci à France. Merci à France. Le journal de la Pléiade, saison 1. J'aime pas les clichés, ça me dérange, j'aime pas. Nous avons tous été touchés à un moment ou à un autre dans notre vie par certains clichés. Racisme, sexisme, homophobie, alcoolisme, drogue. Les stéréotypes font partie de notre vie. Ils se développent malgré nous, dans notre inconscient et notre imaginaire collectif. Certains d'entre eux sont totalement erronés et d'autres sont plus proches de la réalité qu'on ne veut bien le croire. J'aime pas les gens qui me disent « God, t'es d'origine marocaine ?» Tu dis « Ouais », tu dis « Ah, putain, j'adore le couscous !» Alors juste pour qu'on soit bien d'accord, juste pour qu'on sache de quoi on parle, c'est quoi un cliché, c'est quoi un stéréotype? C'est aussi quand les gens, t'es en soirée, ils savent que t'es marocain et tout, et il suffit que le DJ mette une chanson orientale. C'est simplement le fait de coller des étiquettes à des gens, à des choses, voire à des situations. Certainement utiles pour assurer les êtres humains dans leur fonctionnement lors de phénomènes de groupe, ces mêmes stéréotypes peuvent s'avérer extrêmement destructeurs à l'échelle d'un individu, surtout si ceux-là sont véhiculés et banalisés. Tout le monde se retourne vers toi, genre c'est ta chanson. Les Français par exemple, selon les clichés communs et collectifs, aiment la culture et leur patrimoine. Gare à ceux qui critiquent un monument. Ah, ces clichés, ça m'énerve. Les Français travaillent peu et sont feignants. Ils ont beaucoup de vacances, beaucoup de RTT. Ah, ces clichés, ça m'énerve. Les Français râlent beaucoup. Les Français sont des coureurs de jupons. Les Français sont arrogants, égocentriques et prétentieux. Ah, ces clichés, ça m'énerve. Bon, ça c'est pas faux. Les Français ne savent pas et ne veulent pas parler anglais. Les Français n'aiment que la langue française. Les Français sont froids et peu avenants envers les étrangers. Ils sont radins. Ah, ces clichés, ça m'énerve. Tous ces clichés ont une provenance plus ou moins connue et viennent souvent des histoires communes entre nos nations, les conflits entre l'Angleterre et
comparer la France par exemple. Le stéréotype du français sale viendrait du XVIIe siècle où l'hygiène était plus que précaire et où les gens se couvraient d'artifices pour cacher la crasse. Ça m'énerve ces clichés, on est tous différents, mais je sais pas, moi ces clichés, je les prendrais, je les tuerais, je les tordrais, je les mettrais sur une place que je baptiserais la place des clichés. Bien qu'une majorité de ces stéréotypes soient obsolètes ou complètement faux, une partie d'entre eux sont vrais et la meilleure façon de se rendre compte est de le voir en situation dans notre quotidien. Oui, mes frères, il faut continuer la lutte. Alors s'il vous plaît, Car comme disait le philosophe Timothée Gustave, le Montaigne de chez nous, cultivons la différence et non l'indifférence. Le journal de la Pléiade, saison 1. Je suis Amel. À l'école, ma fille au lycée, parce qu'on handicap, elle est trisomie. Mais aujourd'hui, je regarde aussi dans l'école, elle a beaucoup d'enfants et beaucoup de parents. Elle n'accepte pas cette classe. Ils laissent enfants et vivent comme ça. Et moi, je parlais avec des parents pour laisser pas l'enfant comme ça. Et pour nous, les Maghreb, c'est obligé de changer la mentalité. C'est quoi un psychologue, c'est quoi SECPA, c'est quoi Ulysse, non. Mais maintenant que j'accepte cette classe, soit Ulysse, c'est pas SECPA. Maintenant, exemple, mon fils, cette année, pas de SECPA, 5e général, je suis contente. Et l'année dernière, c'est SECPA et aujourd'hui, c'est 5e général. Mais aujourd'hui, elle trouve sa place, comme ma fille aussi. Et dans l'école que j'ai parti là-bas, je regarde beaucoup d'enfants, elle a beaucoup de difficultés. Mais la mentalité des Maghreb, non, ils peur le psychologue, ils peur au lycée, ils peur au SECPA. Je dis, allez-y, les parents, oui. Je dis, tu peurs pas les parents, pourquoi ils peur? Parce que les parents écoutent pour beaucoup d'or. Ils n'écoutent pas l'école, ils n'écoutent pas le directeur, il dit quoi, le psychologue, il dit quoi et tout ça. Je connais une maman, il laisse ton fils comme ça jusqu'à le 3e, maintenant il reste dans la rue. Il y a beaucoup des élèves qui ont besoin les psychologues, mais là, ils n'acceptent pas parce que les Maghreb, nous, exemple, même aussi la première fois qu'il me dit le psychologue, je dis quoi, c'est psychologue, ma fille, c'est pas une fille folle. C'est quoi, c'est pas le psychologue pour les enfants folles, pour les parents folles. Moi aussi, maintenant, je suis un psychologue, mais le psychologue a me donné toutes les clés de la vie. Avant, on dirigeait une maison fermée où je cherche où est les clés pour je sors, pour ouvrir la porte. Le journal de la Pléiade, saison 1. Portrait. Je viens du Gabon. Mon parcours, c'est un parcours très difficile. Qu'aujourd'hui, je garde l'idée et la tête sur les épaules, l'idée positive. Mais c'était pas un parcours facile. Je suis arrivée ici en 2016 avec une difficulté, un rejet, un jugement. Ma vie a été vachement bafouée. Je me suis pas baissé les bras. Par ma fille, en voyant ma fille, je dis je me baisse pas les bras. Quand je suis venue ici à Pléiade, c'était pas facile de me ouvrir. Je pleurais à tout moment. Mais comme je dis, j'ai eu beaucoup des accompagnateurs qui m'ont dit, là-bas c'est là-bas, ici c'est autre chose. Et comme je disais toujours à ma maman, si je suis là, c'est pour ma fille. Oui, les barrières, c'était de s'ouvrir, de parler. C'était ma barrière. Parce que c'était pas facile de se confier, parce que c'est ce que j'ai eu au pays. L'effet d'être honnête, c'était, comme on dit, on a débordé le vase. Parce que quand une femme est enceinte, elle crache. Et quand le vase est plein, on fait quoi? On la renverse. Et c'est ce que j'ai eu. Donc du coup, quand je suis arrivée ici, ça n'était pas facile de m'ouvrir. Je suis restée longtemps en moi. J'étais sous les pleurs tous les jours. Et un bon matin, je me suis dit, il faut que je me lève. Pour ma fille, je le ferai. Et voilà. Quand je suis arrivée ici, j'ai dit, j'ai un objectif, c'est ma fille avant tout. Me suivre, avoir mes papiers et avoir un toit. Et avoir un travail. Dans auxiliaire de vie, je suis quelqu'un de simple,
J'aime le partage, j'apporte ce que je peux, l'amour que j'ai en moi, à travers moi. J'aimerais partager ça. C'est vrai que la vie n'est pas facile, mais il faut vivre avec, il faut accepter avec. Et moi, je voulais travailler avec les personnes âgées parce que dans le passé, avant que je n'arrive ici, j'avais ma grand-mère que je m'occupais parce que ma formation et ma vocation, c'était comptable. Donc, du coup, avec ma grand-mère, j'ai tissé vachement les liens, que tuer son âme, elle est morte derrière moi. Et bien, c'est quelqu'un que je me suis longuement occupée. Et quand je suis venue ici, j'ai dit j'aimerais partager, aller un peu plus et en savoir plus, quoi. Moi, je me dis, la vie a des hauts et des bas. Dieu, parce que moi, j'aime trop prier. Moi, je me dis, si Dieu t'a permis d'être là et d'arriver là et d'avoir des gens qui t'accompagnent, de te donner la force. Il y en a qui n'en ont pas, dans mon pays particulièrement. Il y a plein qui sont rejetés par rapport à des situations. Et moi, je me dis, cette chance-là, si je l'ai et que j'ai l'opportunité de la saisir, j'aimerais partager avec les autres. Et voilà, mon rêve se réalise. Donc, c'est pas belle la vie, ça? Le journal de la Pléiade, saison 1. Bonjour, je suis Karine. Tout est possible. C'est encore possible. À vrai dire, avant, j'avais plus d'espoir. Mais aujourd'hui, la Pléiade m'a redonné espoir. Aujourd'hui, je sens que je vais atteindre mes objectifs. Je veux bien devenir aide-soignante. Et la Pléiade m'a vraiment promis de m'aider à atteindre cela. C'est encore possible de vivre. Ils m'ont rassuré que je ferai une formation. Ils m'ont rassuré qu'ils feront tout pour que j'aie mes papiers. D'abord, ils ont déjà commencé. En tout cas, ils ont commencé beaucoup de choses qui me touchent et qui me donnent vraiment d'avoir confiance, de reprendre confiance. Ouais, je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirienne de père et mère. J'ai vraiment plus envie de retourner parce que, à vrai dire, les professionnels de la Pléiade m'ont redonné l'amour maternel que j'ai jamais reçu dans ma vie. Donc, j'ai vraiment plus envie de retourner, quoi. Et c'est toute ma vie, quoi. Parce que j'ai pas de famille ici en France. À vrai dire, j'ai personne. Donc, quand je me retrouve avec les professionnels de la Pléiade, l'amour, l'attention, la tendresse, vraiment, l'écoute surtout, et les idées, les conseils qu'ils me donnent, j'ai vraiment plus envie de retourner dans mon pays. Je suis bien ici. Je souhaite vraiment que tout se passe bien pour moi. Vraiment. Et je souhaite vraiment travailler sur tout. Travailler. Parce que je tiens beaucoup à ça. Alléluia. Il est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Le journal de la Pléiade, saison 1. Reportage. Bonjour, je suis Gérard, passionné de cuisine, et je me suis installé dans celle du chef Alain Gérard, chez Eugène, à Orléans. Tout petit, avec sa grand-mère, il a goûté, senti, appris à aimer la cuisine, les bons produits. Après son apprentissage et de nombreux voyages, il s'est installé dans les années 90 à Orléans. Rencontre avec un cuisinier pas comme les autres, Alain Gérard. Avant de lancer la carte, il est important de pouvoir s'immerger tout seul dans un endroit où on va être entre guillemets seul et isolé pour partir loin dans notre profondeur d'esprit pour pouvoir chercher des choses et mélanger les produits s'ils nous semblent bons au départ. J'essaye de voir d'abord mes producteurs et après je travaille sur le papier ou à la maison dans mes moments libres, on va dire. Chez Eugène, Alain Gérard s'est entouré d'une dizaine de collaborateurs. La restauration, la cuisine, un métier pas facile. Des horaires décalés, pas simple de recruter. Tout à fait. C'est un gros problème au jour d'aujourd'hui. On est un petit peu en décalage avec la vie quotidienne des choses, c'est-à-dire le travail, c'est un élément important. Le quotidien était aussi un équilibre de vie, je veux dire. J'ai pensé à ça il y a une dizaine d'années, comment j'allais faire pour pouvoir justement faire venir des gens pour travailler avec moi. Et en fait, je me suis décidé à dire qu'il fallait
que je fasse les deux choses, aussi bien dans le travail que dans la vie. Donc je me suis un petit peu arrêté sur, on va dire la production ou la rentabilité d'un restaurant, et à la fois avoir du plaisir et pouvoir donner du bien-être aussi bien dans le travail. Donc j'ai mis en place un calendrier qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on travaille du lundi au vendredi, et puis on essaye d'avoir tous les jours fériés de l'année, ainsi que des vacances régulières quand on peut. Alain, mettez-nous l'eau à la bouche. On va avoir un petit filet de maquereau iodé au poireau juste légèrement fumé, ou alors tout simplement avec une petite ricotta aux herbes qu'on va mélanger avec un gazpacho de tomates cerises. Sur la carte de chez Eugène, du poisson, parce que le chef est originaire du bord de mer. On y trouve aussi des produits de la région. Il favorise des circuits courts, mais pas que. Alain Gérard aime connaître l'histoire du producteur, du produit d'une culture. J'apporte beaucoup d'importance à ça. C'est pour ça que j'apporte des choses comme... mon épouse vient du midi de la France, j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Comme je suis allé dans le Nord, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand j'ai quelqu'un qui vient et qui n'est pas de la localité, qui vient d'ailleurs, ça nous apporte une richesse. J'ai eu un jour un Canadien qui est venu frapper à ma porte en me disant, voilà, je veux venir apprendre à connaître la cuisine, moi je vous apporterai la cuisine canadienne. Et je dis, ok, super. Je dis, tu viens quand tu veux. Et en fait, il est venu, il est resté 3 semaines. Donc voilà, ça apporte beaucoup. Et c'est ce qui fait que ça apporte la richesse, le partage. Parce qu'avant tout, la cuisine, c'est du partage et de la richesse d'esprit, de la richesse de savoir, parce qu'il ne faut pas croire, chaque pays, chaque région a sa richesse, et il faut l'écouter pour pouvoir en apprendre encore plus. Vous l'aurez compris, Alain Gérard est un chef pas comme les autres. Alors, pour découvrir sa cuisine, rendez-vous rue Sainte-Anne à Orléans chez Eugène. Le journal de la Pléiade, saison 1. Rencontre, portrait, confidence, c'était le journal de la Pléiade saison 1. Et parce que l'une de mes autres passions, c'est la musique. Je vous propose d'écouter une reprise de Barbara Streisand, Memory, par Alma Coralis, un groupe dont je faisais partie.